Mesdames et messieurs, vous allez adorer cette vidéo, je vous le garantis. Vous ne les voyez pas encore, mais j'ai autour de moi plus d'une vingtaine d'objets Nintendo, dont la plupart sont absolument exceptionnels. En fait, je pense que c'est même assez rare d'avoir réuni dans une seule et même pièce autant d'objets rares, anciens, bien conservés, chers pour la plupart. Bonjour. L'histoire de Nintendo commence en 1889. Putain, ça fait des mois que j'attends de tourner cette vidéo, je suis excité. L'histoire de Nintendo commence en 1889, il y a 133 ans. À l'époque, c'était une entreprise qui vendait des Hanafuda, en français le jeu des fleurs. Il s'agit d'un jeu de cartes traditionnel japonais qui est encore joué aujourd'hui, mais beaucoup moins populaire. Et Nintendo devient rapidement les boss incontestés du Hanafuda. L'histoire, c'est qu'il s'agit d'un jeu d'argent dont le fondateur de Nintendo était assez friand. Ils ont sorti énormément de versions de Hanafuda. Il y a aussi celle-ci qui est sortie avec une boîte en plastique. Et le principe, c'est que sur toutes les cartes, il y a des fleurs, Hanafuda, le jeu des fleurs. Parallèlement à ça, Nintendo sort aussi d'autres jeux de cartes. Ici, on a ce qu'on appelle le Hyakunin Isshu Kasen. C'est un jeu avec des poèmes japonais qui sont écrits dessus. Il y a une centaine de poèmes comme ça. C'est un jeu qui se joue à 3. Il y a quelqu'un qui va lire le début du poème et parmi les deux autres, celui qui va le premier trouver la suite du poème parmi ce genre de cartes va gagner. À l'époque, il fallait quand même vachement de culture pour jouer aux jeux Nintendo et assez rapidement, début du XXe siècle, Nintendo va élargir ses horizons en commençant à vendre des cartes classiques, les cartes occidentales. Ça va être la première entreprise japonaise à vendre ce genre de cartes et ça va être leur business principal pendant plusieurs dizaines d'années. Nintendo の主力商品はもともと花札やトランプなど家庭で遊ぶゲームであった。Des jeux de cartes Nintendo, ils vont en faire des milliers, voire des dizaines de milliers. Et petit fait intéressant d'ailleurs, le plus grand collectionneur de jeux de cartes Nintendo au monde est français. Si vous voulez regarder ce qu'il fait, son pseudo sur Twitter, c'est Yamafuda. Et c'est un fou furieux. Il a été jusqu'à recréer dans son jardin, je bégaye tellement c'est fou, les locaux originaux de Nintendo. En 1959, deuxième date clé dans l'histoire de Nintendo, ils commencent à commercialiser les premières cartes Disney. Et ils vont, grâce à ça, rouler sur la concurrence, vraiment. C'est ce succès qui va leur permettre de faire d'autres choses, d'élargir les horizons de la compagnie. Ultra Hando. Ce jeu est considéré comme le premier vrai jeu Nintendo. Très dur à trouver et j'ai attendu d'avoir cet objet pour tourner cette vidéo. L'histoire de cet objet est vraiment trop importante. Il est là, mesdames et messieurs. Ce jouet a vraiment une histoire que je vais vous raconter assez rapidement. À l'époque où Nintendo faisait ses cartes pendant des dizaines d'années, ils ont embauché un jeune ingénieur pour s'occuper des machines qui faisaient les cartes. Seulement cette personne, elle n'avait pas énormément de travail et plutôt que de rester les bras croisés dans son coin, elle a commencé à bricoler pendant ses heures de travail. Un jour, le boss de Nintendo, Yamauchi-san, il rentre dans son bureau, il le voit absolument pas en train de travailler et au lieu de le réprimander, il va lui dire « Ça m'a l'air intéressant ce que tu fais, essaye d'en faire un jouet et on va le commercialiser. » Le résultat de ce jouet, c'est l'Ultra Hand et celui qui va faire ça s'appelle Gunpei Yokoi. Retenez bien ce nom parce qu'il va rester gravé dans l'histoire de Nintendo à tout jamais. On va prendre la jaune. Donc c'est une simple pince apparemment, mais c'est la pince qui s'est vendue à plus d'1 million d'exemplaires et qui a fait que, grâce à son succès, Nintendo a commencé à s'intéresser au monde du jouet sérieusement. Ah, je prends le truc avec... Ah putain, mais il y a une force de saisie assez... Ah, ça le ramène avec. Mais c'est incroyable. Nintendo. Monsieur Yokoi. C'est génial. Le petit briquet Sony. Il y a moyen de faire des trucs de ninja avec. Je comprends le succès de ce jeu. Les enfants devaient être fous avec ça. Alors, je viens de vous dire que l'Ultra Hand, c'était le premier jouet sorti par Nintendo. C'est pas tout à fait vrai. Déjà, avant l'Ultra Hand, un an avant, en 1964, Nintendo a sorti un jouet qu'on appelle le Rabbit Coaster Game, que je ne possède pas, qui s'est pas vendu aussi bien que l'Ultra Hand. En fait, l'Ultra Hand, c'est le premier jouet qui s'est vraiment vendu et qui a incité Nintendo à poursuivre dans cette direction. Et aussi, depuis le début des années 60 jusque dans les années 70, il y a eu une période de transition entre les cartes et les jouets sous forme de jeux de plateau. On a d'abord eu un jeu de baseball qui était une copie d'un concurrent qui s'appelle Epoch, qui était aussi un concurrent dans le domaine des jeux vidéo plus tard. Et puis, fidèles à eux-mêmes, jeux d'argent, tout ça, ils ont sorti plein de jeux de roulettes, des trucs qui apparemment se vendaient pas trop mal, puisqu'ils en ont fait beaucoup.
Je ne vais pas évidemment vous montrer tous les jouets de Nintendo parce que cette vidéo n'en finirait pas, hein, tout simplement. Mais l'Ultra Machine, il faut qu'on en parle quand même parce que c'est le deuxième jouet de Gunpei Yokoi et elle a, elle aussi, cartonné, plus d'1 million d'exemplaires vendus. Nintendo no Ultra Machine. Ah, ça marche à pile. Ça va venir là. Ah, je pensais que ça allait taper comme ça. Wow, celle-là, il reste la vieille pile dégueulasse dedans. Il se passe rien, putain. Ultra N Deluxe. Oh, pas du tout pareil celle-là. Putain, y a rien qui marche. Bon, il va falloir que je creuse un petit peu le fonctionnement de cet appareil. Ça m'étonne que toutes celles que j'ai fonctionnent pas. Il doit y avoir un truc qui m'échappe. Après ça, les années 70 chez Nintendo, c'est la décennie des jouets. On a eu le Shot-to-Lace qui envoie des petites voitures sur une cible mouvante, le Hachinosu Game et le Time Shock en 1972. Pour le coup, ces jeux fonctionnent encore et sont toujours incroyables. Si vous nous suivez en live sur Twitch, vous avez vu qu'on y a déjà joué. On a fait quelques parties. T'as encore 6 pièces à mettre, une pièce par seconde presque. Encore 4 pièces. Allez, 2 pièces. Et Une seconde. Non, non, non. J'adore ces deux jeux, particulièrement le Time Shock. On prend toujours autant de plaisir. ミニカーが発射できるショットレーサー新発売。スピードとスリルが楽しめるショットレーサー。 1975 et je finis sur les jouets classiques Nintendo. Nintendo sort un set de magie Coin and Stick. Celui-ci, regardez, il est neuf, jamais ouvert, 1975. Il pourrait être actuellement sur les étalages d'un magasin 47 ans et il est magnifique, c'est une pièce de collection. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir l'ouvrir pour vous montrer l'intérieur, ce serait un sacrilège. Alors dedans, on a un petit foulard de magie, un set de pièces apparemment. Vous excitez pas, j'en avais deux, le 9 il est toujours là. Petit retour en arrière, en 1969, Nintendo va sortir un appareil qui n'est pas vraiment un jouet, mais qui va marquer un tournant dans l'histoire de Nintendo, c'est le Love Tester. ラブテスターを使って握手をすればメーターが2人の愛情度を表します。欲しいなこれ。Le Love Tester qui sort en 69, bien évidemment. J'ai bien galéré pour le trouver en boîte et en bon état. Surtout qu'en plus, il y a eu une réédition, il faut faire attention, en 2010, je crois, qui est quasiment identique. Le Love Tester, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il permettait de tester les affinités entre deux personnes qui s'apprécient fortement. Il suffisait qu'il y en ait un des deux qui prenne le bout noir en main, l'autre le bout rouge, ils se tiennent l'autre main, et l'aiguille qui est ici, entre 1 et 100, va nous donner le degré d'amour, d'affinité des deux personnes. Succès incroyable pour cet appareil, pareil je pense plus d'1 million de ventes. Et qu'est-ce qu'il a de spécial? Eh bien c'est le premier appareil Nintendo qui est composé d'éléments électroniques. Et qui est-ce qui l'a inventé à votre avis? Le Love Tester, c'est Gunpei Yokoi. C'est... non? Et? Koro ko shite mitete. Oh, もうちょっと動いたよ。ごめんね。2 ans plus tard, en 1971, sort l'Ultrascope. Sur certaines boîtes, sur une édition de l'Ultrascope, ils ont fait une faute en anglais. Il y a marqué Ultracop et non pas Ultrascope. Est-ce que sur celui-là, ça peut être le cas ou pas? Oh oui! C'est une victoire! C'est l'Ultracop! Regardez-moi ça. Jérémy qui me demande s'il y a aussi la faute en katakana sur la boîte. Et oui! Et oui, il n'y a pas que la faute là. Donc non seulement tu as une faute sur le côté, mais en plus tu as une faute en japonais. Donc c'est tout l'emballage qui a été foiré. Celui-ci normalement devrait fonctionner. Alors, comment ça fonctionne? Oh, c'est assez massif. Même là, il y a marqué Ultracop. Même sur la machine, il y a marqué Ultrascope et Ultracop. Ils ont fait l'erreur sur vraiment tout le jouet et je suis sûr que sur même la notice Ultracop. Du coup, comment ça marche? On fait pivoter comme ça et on regarde dans le périscope.
C'est bien, c'est discret, hein. Du coup là je suis censé avec mon périscope, c'est un peu comme dans un sous-marin, hop j'ai mon périscope et je peux, dans la pub on voit des gamins qui sont cachés derrière un buisson et qui espionnent. Donc là comme j'ai pas beaucoup de hauteur sous plafond... Ok, oh je vois le miroir et effectivement, ah je vois le Time Shock, l'Ultra End, aïe merde. Et plus je rapproche le truc, plus je vois le miroir en grand, donc mieux je vois. On va essayer de prendre les Hanafuda sur le bureau. Oh ça marche, où êtes-vous ? Vous êtes là. Bonjour. Ça, c'est donc l'Ultrascope ou l'Ultracope. Hein. Gunpei Yokoi, c'est la dernière invention de la série Ultra. C'est tellement bien. Ouais, comme ça se replie aussi à la fin. Meilleur objet Nintendo jusqu'à maintenant. Enfin, en tout cas, mon préféré. Avant de rentrer finalement dans l'univers des consoles, il me reste une chose à vous montrer. Et c'est la chose qui va faire le lien finalement entre l'univers des jouets et l'univers des consoles. Depuis le début des années 70, Nintendo commence à commercialiser ce qu'on appelle au Japon les Kosenju, c'est-à-dire les armes à rayon, je pense qu'on peut traduire ça comme ça. Ce sont une variété de plusieurs cibles. Là, on a la tête de lion et la bouteille, mais il y en a d'autres, avec soit un gun, soit une carabine, qui, avec un détecteur lumineux, permet de comprendre quand est-ce qu'on les a touchés. Nous sommes en 1970, donc cette technologie est quand même incroyable. Quand la bouteille est touchée, pom, Jérémy qui m'envoie un message encore. Oh! Il vient de m'envoyer un set de Lego à 2800 yens, qui ne sont pas des Lego, qui sont les blocs de Nintendo justement. Mec, incroyable! 2800 yens, à peine plus de 20 €, et c'est validé! Oui, ça ne s'arrête jamais. C'est grâce à ces jouets qui ont été extrêmement populaires que Nintendo s'est fait remarquer par d'autres entreprises à l'international qui faisaient des bornes d'arcade et des consoles de salon et qui voulaient ce système pour eux. Donc Nintendo a commencé à développer des guns pour bornes d'arcade et jeux vidéo pour d'autres fabricants et ils se sont dit mais on devrait faire nos propres consoles. Qui a bossé là-dessus à votre avis? Évidemment Gunpei Yokoi, mais pas tout seul. Il a appelé en renfort Masayuki Uemura qui était un ingénieur de chez Sharp qui en fait a été débauché après par Nintendo dû au succès de tout ça. Et il a travaillé sur quoi? Il a travaillé sur les premières consoles Nintendo justement et la NES, la Super NES. C'est grâce à ça que Nintendo est le Nintendo qu'on connaît aujourd'hui. On y arrive enfin, mesdames et messieurs, la première console de Nintendo qui n'est pas du tout la Famicom. Il y a plein d'autres choses avant ça. Nous sommes en 1977 et la première console de Nintendo, la voici, la Color TV Game 6 qui est développée avec Mitsubishi. Pourquoi 6 déjà? Non pas parce que c'est la 6e version, mais parce qu'à l'intérieur on trouve 6 jeux. En fait c'est des variantes de Pong. On n'a pas de contrôleur, les contrôleurs sont directement sur la console. Elle fonctionne aussi à pile. Et la grosse particularité, et ce qui fait qu'elle va vraiment beaucoup fonctionner au Japon, c'est que Nintendo va sortir cet appareil à un prix défiant toute concurrence. Déjà c'est marqué dans le titre, c'est une Color TV Game, alors que la concurrence était plutôt en noir et blanc, et ils sortaient leur console beaucoup plus chère, aux alentours de 20 000 yens, et là ils arrivent avec un prix de 9 800 yens. Ils ont cassé la baraque avec cette console de première génération. Cette console, je pense que beaucoup d'entre vous la découvrent, mais au Japon, c'est pas si difficile de la trouver sur les sites de vente aux enchères ou les petites annonces. Elle se vend en bon état, hein, pour juste quelques dizaines d'euros. En revanche, celle-ci est plus difficile à trouver. On va mettre des gants blancs quelques fois dans cette vidéo, et quand on met des gants blancs, vous savez qu'on a affaire à un objet qui est vraiment exceptionnel. La Color TV Game 6 est à neuf dans une boîte impeccable. Je rappelle qu'elle est sortie en 1977, c'est-à-dire il y a 45 ans, et elle est comme neuve. Elle pourrait être en vente actuellement. C'est assez incroyable d'avoir ça, et elle est dans un état parfait. On l'a connecté à la télé sur l'antenne comme ça, grâce à ça. Donc on a tous les documents, la notice, l'assurance, etc. La Color TV Game 6, première console de Nintendo, état neuf. Et est-ce que vous remarquez un petit détail? Il n'y a pas marqué Color TV Game 6 comme sur celle-là, il y a marqué House Shanmen. House Shanmen, qu'est-ce que c'est? C'est une marque de nouilles lyophilisées au Japon. Ce que j'ai devant moi, mesdames et messieurs, c'est tout simplement la première console Nintendo édition spéciale. Elle a été commercialisée en à peu près 1000 à 5000 exemplaires. Donc je vous laisse imaginer
combien est-ce qu'il en reste en état de fonctionnement déjà dans le monde et combien est-ce qu'il y en a en état neuf. Et figurez-vous que je m'attendais pas à ce que ce soit une édition limitée quand je l'ai acheté. Et la surprise au déballage. La même année, en 1977, Nintendo sort également la Color TV Game 15. Pourquoi 15, vous l'avez compris? Parce que à l'intérieur, il y a 15 jeux de... Alors c'est la même chose, hein, c'est des variantes de Pong. On a tennis, on a hockey, on a ping-pong, bref, vous avez compris. La différence avec la télé Color Game 6, c'est qu'elle a des contrôleurs amovibles et aussi un transfo qui est intégré, en plus d'avoir plus de jeux. Et ils ont totalement réussi leur pari puisqu'ils ont vendu 360 000 Color TV Game 6, qui pour l'époque est déjà beaucoup, et plus de 700 000 Color TV Game 15. Et c'est vraiment le succès de ces deux consoles qui ont fait que Nintendo a continué dans cette voie. Tout a commencé ici. Vous voyez que l'histoire de Nintendo est extrêmement logique. On passe des cartes aux jouets, des jouets aux jouets électroniques, des jouets électroniques aux premières consoles, et les consoles fonctionnent, donc on continue dans cette voie. L'histoire de cette entreprise, incroyable. Un an plus tard, en 1978, Nintendo continue sur la série en sortant la Color TV Game Racing 112. Nous sommes en 1979 et c'est déjà la 4e console de Nintendo que j'ai entre les mains. Vous voyez que dedans c'était des jeux de type Arkanoid. En fait sur toutes les consoles, parce qu'il y avait plein de concurrents aussi, c'était tout le temps les mêmes jeux. C'était Pong, c'était Arkanoid, c'était Space Invader. On va l'ouvrir, celle-ci est neuve également, avec la notice, avec le polystyrène qui est encore assez blanc. Et je ne peux pas l'ouvrir parce qu'elle a encore les scotch d'origine. Il se trouve que je l'ai en plusieurs exemplaires, celle-là, comme la plupart des consoles. Pourquoi? Parce que effectivement, quand on achète une console neuve et bien conservée, c'est un sacré budget, hein, c'est au moins plusieurs centaines d'euros par console. Mais si on la prend dans un état classique, voire en junk, c'est-à-dire on n'est pas sûr qu'elle fonctionne ou pas, ça coûte quasiment rien, même des fois quelques euros, quelques dizaines d'euros. Donc celle-ci, j'en ai plusieurs, surtout que c'est une console assez importante dans l'histoire de Nintendo. Regardez, on voit ici Nintendo, c'est la première console qui vraiment est brandée 100% Nintendo. Ils l'ont fait sans Mitsubishi, mais en plus d'avoir le nom Nintendo dessus, il y a autre chose qui fait qu'elle est spéciale, c'est qu'elle a été faite par, enfin le design a été fait par Shigeru Miyamoto, qui sera le nom le plus connu de Nintendo. Vous voyez, tout s'enchaîne dans l'histoire de Nintendo, donc console très très importante. Nous sommes à présent en 1979 et cette année, Nintendo va sortir l'un des objets les plus mythiques du moins pour les collectionneurs et les passionnés de la marque, puisque j'imagine que très peu d'entre vous le connaissent. Voici venir, mesdames et messieurs, le Chili-Toli. En français, ramasse-poussière. Ceci est tout simplement le premier et je pense le dernier aspirateur de Nintendo. De nouveau, on se retrouve devant un objet qui est vraiment exceptionnel, difficile à trouver, surtout dans cet état puisqu'il est neuf et relativement cher. On le voit souvent popper sur les sites à plusieurs milliers d'euros. Le voici, le Chili-Toli, que j'ouvre pour la première fois. Je ne vais pas ouvrir la télécommande puisqu'elle est encore scellée par le scotch d'origine. Voici le Chili-Toli. Je suis vraiment tellement content d'avoir cet objet. Vous vous rendez pas compte à quel point il est difficile à trouver neuf et surtout à un prix qui ne soit pas déraisonnable. Est-ce qu'on a d'autres choses? Oui, on a ça aussi dans la boîte. Le petit manuel d'utilisation. Ah, un bout de scotch qui vient de se décoller avec l'ancienneté. Un petit pinceau pour le nettoyer. Et des stickers pour le personnaliser, puisque oui, c'est un aspirateur, mais avant tout un jouet. Nous sommes, je le rappelle, en 1979. Et ce qu'on a devant les yeux, c'est pas un simple aspirateur. C'est un aspirateur téléguidé ou télécommandé, voilà, une petite télécommande. Finalement c'est l'ancêtre du Roomba, un petit peu. Nintendo très en avance sur son temps. Je suis extrêmement content de vous le présenter. Ça sera peut-être même la miniature de la vidéo, tellement cet objet est unique, rare et tout simplement incroyable. Nous sommes à présent en 1980, une année charnière dans l'histoire de l'humanité, une année sans laquelle cette vidéo ne serait absolument pas possible, puisque c'est l'année à laquelle ma mère m'a donné naissance. Tout simplement. Et pendant que Nintendo continue de faire ses consoles, nous avons aussi le droit à ceci, puisqu'il continue toujours de faire des jouets. Ça, c'est encore une fois Gunpei Yokoi qui sort ça. Ça s'appelle le 10 Billion et c'est tout simplement l'équivalent japonais du Rubik's Cube qui sera un gros succès au Japon.
Plus de 2 millions d'exemplaires vendus, il me semble bien. J'ai la chance d'avoir récupéré une boîte d'origine où il y a 6 10 billions qui sont neufs à l'intérieur. Et à l'époque, ils se vendaient 1000 yens, c'est marqué encore dessus. Et aussi celui-ci qui date de 2007 et qui n'était pas en vente. C'était réservé aux abonnés du Club Nintendo. C'est quelque chose qu'on pouvait juste acheter ou gagner, je pense. Et apparemment, c'est extrêmement difficile. 10 billions, ça veut dire 10 milliards. Et c'est à peu près le nombre de possibilités qu'il y a à ce jeu. Et apparemment, la légende dit que même Gunpei Yokoi, il savait pas comment le résoudre. Un jour, j'essaierai de le faire sérieusement. Nous y sommes enfin, nous arrivons à la première console Nintendo que je pense quasiment tout le monde connaît, même si vous n'avez pas joué avec, elle est assez mythique. La NES, ou plutôt au Japon, la Family Computer ou Famicom, sortie en 1983. En France, il faudra attendre 1987 et elle avait un design totalement différent. Grâce à ce set de Lego, on peut voir que la NES aux États-Unis et en Europe ressemblait à ça, alors que au Japon, ファミリーコンピュータの楽しいカセット情報シングルス、ダブルスの本格テニスをコンピュータと技から ça n'avait rien à voir. C'était vraiment deux consoles différentes. Pas le même design, avec des contrôleurs qui avaient un câble extrêmement court à l'époque. Il fallait être très proche de la télé. Le format des cartouches aussi était différent au Japon et dans le reste du monde. Bref, très peu de choses en commun, mais c'est à partir de cette console Nintendo que les gens du monde entier ont pu commencer à jouer au même jeu, puisque toutes les consoles Nintendo que je vous ai montrées jusqu'à présent, eh bien, étaient sorties uniquement au Japon. C'est la première console Nintendo internationale. Elle est sortie dans le monde entier, mais quand même au Japon, il y avait pas mal de spécificités. Il y a plein d'accessoires qui sont sortis avec cette console. Je ne vais pas vous parler en détail des accessoires Nintendo parce que j'aimerais faire une vidéo sur les accessoires de jeux vidéo en général. Il y a des trucs tellement incroyables qui sont sortis au Japon et nulle part ailleurs. Vous n'avez même pas idée. Je vous en montre juste quelques-uns. On avait le Family Basic qui permet plus ou moins de transformer sa console en ordinateur. キーを叩いてファミリーコンピュータと新しいコミュニケーション Il y a la cartouche aussi du logiciel. On a aussi, hop, le data recorder qui allait avec. Voilà, brandé Nintendo ici. On a le droit aussi également au disque système qui permet de jouer déjà à l'époque sur la Famicom à des jeux sur disquette. カセットの時代からディスクカードの時代へゲームの世界を変えるファミリーコンピューターディスクシステム Ça, si je ne dis pas de bêtises, on n'a pas eu le droit en Europe non plus. Voilà, ceci est un jeu NES, c'est assez incroyable. Il y avait sur ces disquettes une capacité de stockage qui était bien supérieure à ce qu'on pouvait mettre sur une cartouche classique. Vous voyez, elles sont beaucoup plus petites par rapport à ce qu'on avait sur la NES. 500円でいろんなゲームに書き換えができるのよ。ファミリーコンピューターディスクシステム Et petite anecdote, puisque j'ai le jeu entre les mains, ce 3D Hot Rally là, c'est tout simplement l'ancêtre de Mario Kart. ホットダッシュでかっ飛ばせ 3D スコープでさらに興奮任天堂 3D ホットラリー La Famicom, console de 3e génération, et Nintendo, entre la première génération de consoles et la 3e génération de consoles, ne s'est pas du tout intéressé aux consoles de salon. Pourquoi? Parce qu'au début des années 80, la grosse hype Nintendo, c'était les Game & Watch. Ils en ont sorti vraiment beaucoup. Celui-ci, c'est l'emblématique Donkey Kong en multiscreen. Alors les Game & Watch, c'est quelque chose qui a été fait aussi par Gunpei Yokoi. Encore lui, il est partout dans l'histoire de Nintendo. Que des succès, c'est insolent. Et on voit sur Donkey Kong aussi une autre de ses inventions, c'est lui qui a inventé la croix directionnelle. Il n'y a que Nintendo qui avait la croix directionnelle à partir de Donkey Kong jusqu'en 2005, je crois, puisqu'ils ont breveté le truc. Personne n'avait le droit d'avoir une croix directionnelle. Oh, j'ai fait l'erreur de mettre des piles dans celui-là. En 1989, on a le droit à la suite logique des Game & Watch. Vous connaissez tous le Game Boy. Encore une fois, c'est l'œuvre de Gunpei Yokoi et de son équipe. C'est certainement son plus gros succès. Tellement de nostalgie et tellement de vente de cet objet. Il y a eu quand même quelques petites spécificités à travers le monde. Elle s'est vendue dans des coloris différents. Au Japon, peu de temps après la couleur classique, ils ont eu le droit à la couleur Game Boy Bros qui avait 6 coloris. Rouge, jaune, vert, mais aussi blanc, noir et transparent, la blanche étant assez rare. Et là, j'ai la chance d'en avoir 3 qui sont
en excellentes conditions. Regardez comme elles sont belles en couleur comme ça. Celles-ci ont vraiment un beau plastique, un bel écran. C'est assez facile de les trouver au Japon, mais très difficile de les trouver dans un si bon état en boîte. Quand je les aurai toutes, je vous les montrerai. Je pense que je ferai un petit post sur Instagram avec les 6 plus celles d'origine. Toujours un énorme plaisir de jouer sur Game Boy. Là, j'ai Tetris dedans. Dès que je l'allume, je suis parti et je m'arrête plus. Handy Game Machine, Game Boy. Puisqu'on est dans les Game Boy qui sont sortis exclusivement au Japon, je vais vous montrer celle-ci qui est une Game Boy Color. D'apparence, elle est totalement classique, mais quand on l'ouvre, elle est protégée aussi parce qu'elle est assez rare. Regardez ici, vous avez marqué Panasonic Alkaline. Et c'est tout simplement une édition spéciale limitée à 3000 exemplaires. J'ai mis la main dessus, je suis assez content parce qu'elle est en excellent état avec boîte et notice, etc. S'il y a quelqu'un qui connaît toutes les consoles, tous les jeux Nintendo que j'ai montrés jusqu'à maintenant, qu'il se manifeste dans les commentaires parce que c'est une encyclopédie cette personne. Alors regardez, j'ai oublié de vous montrer ça, tant pis on fait pas ça par ordre chronologique. Attention, petit bruit de plastique. Toutes les consoles japonaises qui ont connu du succès, que ce soit Nintendo, Sega, Neo Geo et j'en passe, ont connu leur réédition en format mini, et pas que les japonaises d'ailleurs, même Atari a fait ça. Et celle-ci, c'est une édition de la Family Computer couleur dorée, qui est vendue dans un emballage de type Jump. Oh, elle est toute mignonne! Même les contrôleurs sont tout petits comme ça. L'avantage qu'on a avec ce genre de console, et j'en ai quelques-unes aussi, je les collectionne également, c'est qu'il y a plein de jeux à l'intérieur et c'est fait pour être connecté à une télé classique. Là on a un câble HDMI, donc on peut retrouver la joie des anciens jeux sur une télé moderne. Je trouve ça assez cool, j'ai hâte de la tester. Elle est vraiment très belle hein, si vous voulez vous faire plaisir sur des jeux rétro sans avoir à galérer dans les câbles et à chercher des jeux et à avoir du budget, etc. Essayez les consoles mini, c'est très sympa. Nous sommes en 1990 et Nintendo sort la Super Famicom Super NES en Europe. Vous voyez que sur cette console, on a très peu de différence par rapport au modèle européen. Juste le nom change, Super Famicom au lieu de Super Nintendo. Sur les contrôleurs, c'est la même chose. Sur la boîte qui est à l'envers, c'est pareil, Super Famicom, la boîte n'est pas la même. Donc il y a quelques petits détails esthétiques qui changent, mais grosso modo c'est la même chose. À l'intérieur par contre, il y a un bail de 50 Hz, 60 Hz, etc. qui font que l'image est plus belle au Japon. Mais voilà, c'est vraiment la console qui marque l'internationalisation de Nintendo. À partir de là, toutes les consoles de Nintendo vont sortir dans le monde entier et elles seront toutes similaires. Toutes? Non. 世界で初めての完全立体映像ゲーム機バーチャルボーイゲームの新しい時代が始まります。 Nous sommes en 1995 et ce que je tiens dans mes mains c'est le Virtual Boy, console en 3D de Nintendo, réalisé encore une fois par Gunpei Yokoi, et comme tout ce qui touche, ce sera un énorme succès. Pas du tout, ce sera un fail pour Nintendo, un énorme fail même, puisque cette console, elle sera considérée par beaucoup comme la pire console de l'histoire de l'humanité, voire même un des pires objets tech jamais inventés. La première raison, c'est que là où on s'attend à avoir un casque 3D, pas du tout. En fait, il faut utiliser un petit stand comme ça, et hop, on joue tout simplement comme ceci. Position de jeu très inconfortable, hein. Il est nécessaire d'avoir un bureau pile à la bonne taille et ça n'est malheureusement pas le seul des avantages de cette console. Alors déjà, le bon côté, c'est peut-être le contrôleur qui a été applaudi. Enfin, il est très agréable, hein, très agréable à tenir en main. À l'arrière, on voit le compartiment à pile puisque cette console fonctionnait principalement sur pile. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Déjà, il y a eu très peu de jeux comme je viens de vous le dire. Je crois qu'il y en a eu 22. Il n'y a pas eu de gros hits non plus. J'en ai quelques-uns là. Celui qui s'est le plus vendu, c'est Mario Tennis. Après, on a eu quoi? Red Alarm, Ponybone, Tetris évidemment, Téléroboxer et Galactic Paintball qui envoie pas du rêve. Mais l'un des plus gros désavantages de la console, c'est que celle-ci n'était pas en couleur, elle était monochrome en noir et rouge avec 6 nuances de rouge, ce qui donnait des jeux qui n'étaient pas forcément très beaux. Alors c'est pas désagréable à regarder non plus et à jouer, mais c'est pas très beau. Nintendo avait la technologie pour le faire en couleur, mais ça coûtait trop cher et ça prenait trop de temps. L'année d'après, en 96, sortait la Nintendo 64, donc il fallait vraiment avancer sur celle-là. Donc ils l'ont un petit peu rush, ils l'ont sorti pas vraiment abouti, ça n'a pas plu au public, d'autant plus que beaucoup de gens disaient que cette console donnait envie de vomir tout simplement. En plus, et ça vraiment ça a été le dernier clou dans le cercueil du Virtual Boy, le Virtual Boy était déconseillé aux enfants de moins de 7 ans. Donc cette console avait très mauvaise réputation, on pensait qu'elle abîmait les yeux. En fait, c'est des règles qui ont été mises en place parce que au Japon, à ce moment-là, il y a une loi qui est passée qui a obligé Nintendo à faire ça. Dans les faits, il y a même des gens qui disent qu'en fait c'est très bon pour la vue. Mais voilà, la mauvaise pub était faite et devant l'échec, ils se sont même pas donné la peine de la sortir
en Europe. On touche à la fin de cette vidéo et l'objet que j'ai choisi pour finir, c'est le Game Boy Pocket, sorti en 1996, un an après le Virtual Boy. Pourquoi le Game Boy Pocket? Parce que vous avez compris que Gunpei Yokoi, c'était le fil rouge de cette vidéo. C'est vraiment un nom qui est associé à l'histoire de Nintendo et qui a vraiment, je pense, influencé énormément le monde, puisque beaucoup de gens comme moi ont grandi avec ses inventions. Gunpei Yokoi voulait quitter Nintendo après le Virtual Boy, mais comme c'était un échec, il a voulu continuer et partir sur un succès. Ce succès, il est arrivé un an plus tard, en 1996, avec le Game Boy Pocket. C'est le dernier objet qu'il a développé chez Nintendo. Après ça, il a pu partir l'esprit tranquille et il a pu partir tout court, puisque malheureusement, il nous a quittés un an après, en 1997, dans un accident de la circulation. Durant le court laps de temps après qu'il ait quitté Nintendo, il a fondé son entreprise et il a continué à développer quelques jouets. Il a aussi travaillé avec Bandai en collaboration sur la WonderSwan. Il est décédé avant de voir la sortie de la console, mais c'est la dernière console sur laquelle il a travaillé. Très bonne console aussi, la WonderSwan. On aura vu ensemble aujourd'hui énormément d'objets exceptionnels qui appartiennent à l'histoire de Nintendo. Je suis tellement content d'avoir pu faire cette vidéo. Mais dites-vous bien que ce que je vous ai montré là, c'est juste une petite partie de l'histoire de Nintendo, donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez cette vidéo, manifestez-vous, des commentaires, des partages, pour qu'éventuellement on fasse une deuxième vidéo sur l'histoire de Nintendo, parce qu'il y a encore plein de choses à montrer. J'ai également très envie de faire une vidéo sur l'histoire de Sega, parce que pareil, il y a des trucs incroyables Sega, donc dites-moi si ça vous intéresse. Et aussi une dernière chose, je vous ai montré des objets Nintendo incroyables, mais j'en ai gardé quelques-uns qui sont encore un niveau au-dessus. Et ces objets, je pense qu'ils méritent chacun une vidéo à part entière, et je vais vous les présenter un par un dans des petites vidéos de quelques minutes sur la chaîne Ici Japon Corp, pas sur Ici Japon parce que je veux pas la transformer en chaîne rétro gaming, mais sur Ici Japon Corp, on en parle beaucoup. Donc je ferai des petites vidéos comme ça sur des objets exceptionnels. Et j'ai des objets Nintendo, vous n'imaginez même pas que ça existe. Donc je vais vous mettre un lien en description, Ici Japon Corp. Avant de se quitter, j'aimerais beaucoup vous conseiller, si vous aimez un petit peu Nintendo, l'histoire de Nintendo, les livres de Florent Gorge. Il a fait toute une série de livres sur Nintendo, l'histoire de Nintendo. Ça c'est le premier volume et il m'a tellement servi pour faire cette vidéo. C'est extrêmement facile à lire, il y a plein d'anecdotes, c'est documenté de fou. Et aussi, si vous êtes au Japon et que vous lisez le japonais, Nintendo Completo Guide, qui est un catalogue de tout ce qui est sorti chez Nintendo. Vous voyez qu'il y a énormément de choses qui sont sorties. Avant de tout récupérer, on n'a pas assez d'une vie. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager, c'est très important, j'ai envie d'en faire d'autres. J'adore faire tout ce travail de recherche des objets, de documentation, c'est passionnant. Croyez-moi, c'est passionnant comme travail. Merci à tous, des bisous. J'ai même pas pensé à vous montrer ma Nintendo DS Lite, peut-être la console sur laquelle j'ai passé le plus de temps de ma vie. Incroyable ce truc.